Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes bien sûr sur notre chaîne YouTube, Châtel TV, la chaîne qui est consacrée à l'exploration des sujets et des réalités liées au handicap de manière générale. Et nous parlons d'autisme en particulier. Pour cette occasion, en cette semaine, alors que le mois consacré à la sensibilisation à l'autisme tire progressivement vers sa fin, nous avons l'immense privilège de recevoir ici dans les locaux du Centre César Nayel à Douala une maman particulière pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Elle, c'est Isabelle Esther Abouem. Elle nous vient de Yaoundé. Elle est maman d'un enfant autiste, d'un monsieur, je vais dire. Tout à fait. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Dany, c'est ton fils, Daniel. Il a quel âge maintenant, Daniel? Daniel aura 22 ans en septembre. Wow, ça court, hein? Oui, Moi, j'ai failli dire 20 ans. 22 ans en c'est septembre. 22. Il est né en 2002. Wow. Il est autiste? Il est autiste. Et à quel âge est-ce que le diagnostic, vous l'avez reçu? Quand je dis vous, je pense à ton époux et toi, je pense à ta famille aussi, peut-être derrière toi. À quel moment est-ce que le diagnostic tombe et comment est-ce que tu vis ça? Le diagnostic est arrivé quand Daniel allait sur ses 6 ans. Ok. Voilà. Mais il faut dire que quand Daniel a commencé l'école à 3 ans, il a eu la chance d'être dans une école où on évaluait les enfants à l'entrée. Ok. Donc, le psychiatre qui était là, psychiatre ou psychologue, je me rappelle plus, c'est vieux. Ça ne court pas les rues, hein, ce modèle. Oui, la dame était vraiment une dame qui avait une autre idée de l'éducation. Ok. Oui, parce qu'elle me maintenait les élèves de la CIL pour leur donner un bon départ. Okay. Donc, elle faisait d'évaluer les enfants et c'est comme ça que le monsieur a observé que Dany semblait avoir des comportements qui ne correspondaient pas à son âge. Mais tout de suite, ça n'a pas fait tilt dans notre tête puisque le pédiatre disait la fameuse fois non, ça va aller, il va à son rythme. Faut être patient, il va à son rythme. Mais comme la difficulté a persisté, chaque année il devait changer de classe, mais il ne comprenait pas qu'il devait changer de classe. Il rentrait dans son ancienne classe. Il ne restait pas longtemps en classe et la maîtresse devait toujours le mettre à côté de lui. Finalement, on a eu un entretien avec la directrice qui a dit que vraiment, il faut qu'on pense à investiguer. On a commencé par un bilan ORL, qui évidemment, s'il n'a pas un problème. Oui, d'audition. Bon, le bilan n'a montré rien de particulier. L'ORL qui nous a reçus nous a conseillé de rencontrer un orthophoniste et c'est comme ça que le parcours a commencé. Sur le moment, on n'a pas réalisé que c'était quelque chose de grand. Hein, de sérieux, de profond. On s'est dit que bon, c'est un petit retard, ça va aller et puis tout va rentrer dans l'ordre. Donc, sur le moment, on ne s'est pas inquiété tant que ça. À ce moment-là, est-ce qu'il est verbal? Est-ce qu'il parle? Il a été verbal quasiment jusqu'à l'âge de 2 ans et quelques. Puisque je me rappelle quand j'ai dit à une sœur aînée que Dany ne parle pas, elle me dit mais non, Dany a dit oui maman. Donc c'était un peu ça. Donc il a été mis en clinique à l'hôpital gynéco pendant 3 jours et c'est au terme de ces 3 jours que le diagnostic est tombé. Bon, c'est vrai que le médecin nous a juste dit ce que c'était, il est autiste et que il nous proposait de faire venir des médicaments pour l'enfant. Bon, moi, j'ai dit que non, je peux pas directement me lancer dans une médication. Il faut que je sache, il faut que je comprenne. Et j'ai donc commencé à lire sur Internet ce que c'était que l'autisme, quoi. Donc, Dany avait déjà, Dany avait déjà 6 ans. Donc, c'est là où j'ai commencé à me documenter. Et à ce moment, le gros problème qu'on avait, c'était les insomnies. D'accord. C'était vraiment le gros problème. En dehors de ça, il n'y avait pas quelque chose de... Ça veut dire qu'il pouvait rester... de particulier, sauf que bon, il bougeait beaucoup, Et donc, c'était un peu ça. Il était très actif. À un moment, même, on a cru que c'était l'hyperactivité, mais non, en fait, c'était un bout d'homme qui courait dans tous les sens, comme les enfants de son âge.
Donc, c'est comme ça donc, que le parcours a commencé. On a fait l'orthophoniste. De temps en temps, on allait voir le pédiatre. Bon, mais pas d'éléments particuliers d'information. Entre-temps, au niveau du langage, qu'est-ce qui se passait? Vraiment rien. Il n'était pas audible, hein. Il ne disait pas beaucoup de mots, prononcer certains sons. Pas intelligible. Voilà, c'est ça. Donc, on a vu l'ORL, on a vu l'orthophoniste. C'est l'orthophoniste qui a aussi évoqué la première fois que ça peut être ça. Il faut aller consulter. Il faut consulter donc qui? On ne savait pas. Un neuropédiatre. Aujourd'hui, c'est un peu plus... voilà, un neuropédiatre. Donc, c'est le neuropédiatre de l'hôpital qui nous a donc dit que pour évaluer l'enfant, il faut qu'il reste avec l'enfant pendant plusieurs jours. Bon, il a donc évalué l'enfant. Il a indiqué ce diagnostic. Il a proposé une médication. Bon, moi, je n'étais pas d'accord. Et bon, c'est là où les problèmes ont commencé, puisqu'il estimait que lui, c'était la seule démarche possible. Donc, bon, c'était un bon petit enfant, comme les autres, en dehors du problème d'insomnie, parce qu'à une certaine heure, il ne voulait pas dormir, il criait. Bon. Et ça pouvait durer jusqu'à quelle heure dans la nuit? Peut-être 1 heure ou 2, il criait, il ne voulait pas rester dans la chambre. Bon, après, il se calmait et puis il s'endormait. C'était un peu ça. Mais cette difficulté de ne pas pouvoir calmer l'enfant. De le voir crier, de ne pas savoir quoi faire. C'était pénible. C'était vraiment pénible parce que de la même façon, il empêchait les autres de dormir. Et à des moments, on avait même peur qu'il s'échappe de la maison. On a dû mettre une grille pour empêcher qu'il ne se lève dans la nuit et ne parte de la maison. Donc, ça, c'était ça. Et bien sûr, c'était plein de questions. Plein de questions. L'autisme, c'est quoi? Est-ce que c'est normal? Pourquoi lui? Pourquoi nous? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? C'est venu bien après. C'était surtout qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Bon, c'était un peu... Mille et une questions. Oui, c'était un peu tous ces questionnements-là. Bon, et puis aussi l'environnement qui ne comprend pas. Pourtant, c'était un enfant qui était bien, il était calme. Quand il était bébé, il était calme. Effectivement, il était très calme. Il était calme, il était posé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il n'a jamais été malade. Pourquoi on dit que peut-être il a été malade et puis ça a déclenché? Non, ça a toujours été un enfant. Il n'a pas eu une maladie grave? Non, ça a toujours été un enfant très bien portant, en dehors des rhumes et tout, comme tous les enfants. Il n'avait pas d'épisode particulier de maladie. Après ça, quel a été le parcours de manière globale entre cette période où le diagnostic tombe, on va dire peut-être jusqu'à maintenant, de manière globale? De manière globale. Est-ce qu'il a pu faire avoir un cursus scolaire régulier? Oui, nous avons eu la chance de rencontrer une dame, une autre orthophoniste. L'orthophoniste nous a conseillé de rencontrer une de ses collègues qui était en train de faire une, je vais dire, expérimentation, qui essayait de créer une classe spéciale. Parce qu'elle s'était rendue compte que parmi les enfants qu'elle suivait, il y avait quelques enfants autistes. Donc, Daniel avait déjà quasiment 7 ans ou 8 ans quand il est rentré dans ce programme-là. Et il a fait ce programme pendant 3 ans et la dame a ouvert une école. Donc, il est donc rentré dans l'école et il y est resté jusqu'à l'année passée, jusqu'à l'âge de 20 ans, parce que la structure ne proposait pas un après. Donc, c'est un peu ça. Comment on peut définir son parcours scolaire? Est-ce qu'on va dire comme pour un enfant, en fait, pour un cursus classique, est-ce qu'on va dire qu'il a fait la CIM, le CP et tout ça? Ou alors il évoluait juste à son rythme dans un cursus spécialisé? Bon, il faut dire que la dame faisait l'effort de garder les enfants dans un cursus classique. Bien que la méthode était aménagée pour que l'enfant puisse avancer. Parce que Dani a fait le cursus jusqu'au CM1. C'est au CM1 qu'on s'est rendu compte qu'il avait des difficultés parce que dès qu'il fallait
passer à des choses qui n'étaient pas concrètes. Oui. Il n'y arrivait plus. Il n'y arrivait plus. C'est-à-dire le niveau cognitif qu'il avait ne lui permettait pas on va dire quoi, les maths, les sciences, d'affronter tout ce qui était abstrait, en fait. Tout ce qui était abstrait. Et de l'abstraction, il y en a beaucoup. Donc, voilà, c'est ça. Parce que, à un moment, je prends par exemple la mathématique, on te pose une question, mais il faut faire 2 opérations pour arriver à la réponse. Tout à fait, il y a un cheminement. Voilà. Et là, il ne comprend pas qu'il y a ce cheminement. Donc, on a compris que tout ce qui devenait abstrait lui posait, sous-entendu, lui posait donc un problème. Donc, pour des choses basiques, il s'en sortait bien, calcul, lecture, écriture, conjugaison. Okay. Dès que vous lui parlez de l'imparfait ou du plus que parfait, ça devenait compliqué. Ça devenait un peu compliqué, il ne faisait pas le lien. Donc, c'était un peu ça. Donc, il est arrivé à ce niveau d'école-là. Et bon, ça s'est un peu bloqué parce que à un moment, il n'a plus voulu aller à l'école parce qu'il estimait que il n'était pas bien. Ce qu'on lui demandait de faire était trop difficile. Oui, était difficile pour lui. Donc, c'est un peu ça son parcours en termes de niveau. Bon, c'est un peu et entre-temps, est-ce que au niveau du langage, il y avait des avancées? Est-ce qu'il commençait à redire quelques mots ou pas? Bon, ça étant en dents de scie. Je dois avouer, ça étant en dents de scie. Et il a fait les séances d'orthophonie pendant longtemps. Mais à un moment, je ne sais pas si c'était une question de méthode, l'orthophoniste a estimé qu'elle ne pouvait plus le faire progresser. Il était monosyllabique, il disait peut-être des mots très courts, des verbes d'action surtout. Par exemple, voilà. Bon, on a aussi des moments où il ne disait rien, mais là, comme il avait découvert l'écriture, il avait découvert le téléphone, il utilisait plus le téléphone pour se faire entendre, pour communiquer. Voilà, il pouvait prendre le téléphone et te dire manger, il pouvait prendre le téléphone pour te dire croquette. Donc, c'était un peu ça. Bon, il a eu des moments quand même où on a pensé que ça allait émerger. Mais c'est des moments qui ne durent pas. Après, comme des éclipses. Voilà, à des moments où vous avez l'impression que vraiment, par exemple, après l'exercice de l'année passée, comment elle appelait ça, de mettre l'enfant en difficulté pour l'obliger à s'exprimer. Oui, au début, ça marchait. C'est-à-dire, quand tu te mets en travers du chemin, il te dit, je veux passer. Mais après un moment, tu as l'impression que... ça ne s'installe pas. Voilà, ça ne s'installe pas. Voilà, spontané. Voilà, c'est ça. Donc, la communication, c'est un peu... verbal, c'est un peu ça. Ce n'est pas constant. C'est pas constant. À des moments, il peut dire juste un mot, un verbe. À d'autres moments, il essaie de mettre 2 mots ensemble. Après, d'autres fois... il te regarde seulement et il estime que tu dois comprendre ce qu'il veut. Et voilà. Bon, c'est vrai que en tant que parent, on n'a pas souvent suffisamment de patience pour répéter l'exercice. Parce que pendant qu'il est là, il te regarde. Peut-être tu as la marmite au feu, tu as autre chose qu'il fait. Et tu fais ce qu'on ne veut pas dire. Dis le mot. Bon, ce qui n'arrange pas les choses, en fait. Et puis, parfois, on le dit à sa place. Voilà, que répète, dis ceci, répète. Et... Bon, le bonhomme, souvent, il répète, mais avec un sourire ironique. Donc, finalement, il t'a obligé à faire cela. Et bon, donc c'est vraiment comme ça. Oui, ça ne s'installe pas. Au point où tu en es, Isabelle, au point où tu en es, comment est-ce que tu entrevois l'avenir? Comment tu le vois? Il a 22 ans pratiquement. Comment est sa vie maintenant? Est-ce qu'il a des acquis? Est-ce qu'il y a des apprentissages professionnels qui se mettent en place? Est-ce qu'il a des talents particuliers? Bon, en fait, des acquis... L'avenir fait peur ou alors il y a quand même quelques certitudes? L'avenir fait peur, mais pas comme on pourrait le penser. Hein. Lui n'a pas peur, lui il est confiant.
La peur, c'est parce qu'on est parent et on se dit, bon, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que quelque chose va On a un certain s'installer? schéma Oui, et puis on a une idée de ce de la vie qu'un enfant, d'adulte, voilà, donc de ce c'est qu'un ça. enfant doit devenir. Bon, l'avantage, il a été, grâce à son école, il a été, on va dire quoi, exposé à plusieurs activités. Il a eu des prérequis en beaucoup d'activités parce que ils avaient après pour les enfants qui ne rentraient pas dans le cursus classique, ils avaient la possibilité d'apprendre des métiers. Et au fil des années, on affinait la palette de métiers pour lesquels il montrait de l'intérêt. Il a appris à faire la maçonnerie, le jardinage, la peinture, le coloriage, la teinture, plein de trucs. Et puis finalement, on s'est limité à l'informatique, on s'est limité à la cuisine. Et il y avait la troisième activité, c'était la peinture, je pense. Voilà. Donc, le faisceau s'est réduit à ces trois éléments-là. Maintenant, il est en atelier, il est dans une formation, le Saint-Jacques, où il apprend, il est inscrit dans plusieurs ateliers. Bon. En fait, il continue d'apprendre. Oui, parce qu'on se dit, là-bas, c'était l'école, maintenant, c'est vraiment le milieu quasi professionnel, puisque pour le cas de la menuiserie, par exemple, ils vont vraiment en atelier de menuiserie et ils y travaillent, quoi. Après le cours théorique, ils vont vraiment en atelier. Pour des séances pratiques. Pour des séances pratiques. D'ailleurs, il y a 3 semaines, il a peint, il a verni un ancien lit. Donc, c'est un peu ça. Mais il a un problème de force dans les bras. Voilà, il a besoin de tonus musculaire. Il a besoin de tonus musculaire. C'est vrai que quand vous lui donnez l'appareil pour faire l'exercice, il rigole, mais il a un problème de tonus musculaire parce que il tape le marteau, après, tout de suite après, il prend l'autre bas, il tape, après l'arrête, il tape. Bon, sans grand résultat. Il fait l'atelier de peinture là-bas, ça a l'air de se passer bien. Il fait l'atelier informatique, c'est aussi intéressant. Bon, c'est le pèlage qu'il n'aime plus beaucoup. Bon, donc, on va manifester moins d'intérêt. Oui, on va. Déjà, l'année passée, il faisait une journée dans une formation, il faisait le pèlage. Bon, on a reconduit ça dans sa nouvelle école, mais manifestement, ça ne lui plaît plus, ça ne place plus. Bon, l'année prochaine, on va essayer avec l'équipe de l'école, on va essayer de resserrer les taux encore pour peut-être une ou deux activités qui vont peut-être faciliter son insertion professionnelle. C'est un peu ça. Wow, c'est beau de voir comment, avec les efforts que vous donnez la peine aussi, de fouiller, d'explorer, de chercher, qu'un chemin peut se tracer petit à petit pour quand même lui permettre d'entrevoir un avenir professionnel. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants autistes pour lesquels, dans la même tranche d'âge, c'est flou, c'est le brouillard, c'est l'impasse. On n'a pas une idée précise et claire sur ce que l'enfant va devenir. Et il y a un problème de structure aussi, il faut le dire, d'encadrement de cette tranche-là. Effectivement, il y a un problème de structure parce que jusque-là, on a beaucoup plus de structures pour les enfants en bas âge, pour les enfants de niveau primaire. Et on a l'impression que l'autisme s'arrête là. Il n'y a pas encore de structure pour les adolescents, les jeunes et les adultes autistes. Donc, c'est un peu ça. Mais pourtant, c'est des enfants qui peuvent apprendre. Hein. C'est des enfants qui peuvent apprendre. C'est des enfants qui sont assez disponibles pour des activités. Lorsqu'il sait qu'il a une tâche à faire, il se met, il fait sa tâche vraiment sans rechigner. C'est-à-dire, contrairement aux enfants qu'on dit neurotypiques, oui, vous pouvez l'appeler 10 fois pour faire quelque chose. Vraiment, il viendra le faire sans vous rappeler que vous l'avez déjà appelé 7 fois. Il est Donc, disponible. voilà, il est disponible, il rend service. Donc, c'est des enfants vraiment qui peuvent apprendre, en fait. La conclusion, c'est qu'ils peuvent apprendre. Ils peuvent progresser. Mais ils ont leur rythme, ils ont leur code d'apprentissage. Donc, je crois que quand on comprend ça, quand on respecte ça, on arrive vraiment à de belles choses, à de belles choses. Donc, c'est un peu ça. C'est possible, quoi.
Ok, avec toi, Isabelle Esther, on va aborder un autre aspect, j'ai envie de dire délicat, mais bon, c'est une réalité que nous vivons tous en tant que parents d'enfants à besoins spécifiques. Comment est-ce que, en 2 ou 3 mots, comment est-ce que tu vis ta foi? Comment est-ce que tu arrives à concilier autisme et foi? Parce que l'autisme est un sujet encore tabou dans beaucoup de familles ou de sphères culturelles. On l'a souvent associé à de la sorcellerie, mysticisme et autres. Quand tu abordes ce sujet sous le prisme de ta foi, comment tu vis ça? Alors, effectivement, quand on apprend que son enfant est différent, on ne comprend pas, on pense à plein de choses, mais après on se rend compte que il y a l'autisme partout. Donc, ce n'est pas une question spécifique à ta personne, à toi. On n'est pas seul au monde. Voilà, c'est arrivé. Ok, c'est arrivé. C'est quoi? C'est un drame, peut-être. Non, pour ceci, c'est une épreuve. Et après, on se demande, ok, qu'est-ce que Dieu veut que je pense? Quel est le message? Qu'est-ce qu'il veut que j'apprenne derrière cette situation? Parce qu'en fait, comme on dit, chaque situation, c'est une épreuve, c'est un challenge. Mais qu'il y a une leçon, il y a une leçon derrière. Il y a une leçon derrière. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Il faut apprendre à être patient. Il faut apprendre à être tolérant. Et non, il faut apprendre à regarder au-delà de ce qui est là devant toi. Parce que si tu restes à regarder que c'est un enfant handicapé, tu ne verras pas ce qu'il y a derrière cette belle personne, cet être naïf qui ne demande qu'à être là. Il ne te fera jamais un croc en jambe, il ne te fera pas quelque chose de moche, il te fera... Donc il est juste là, naïf, heureux, simple et sincère. Donc si tu regardes que l'handicap, tu ne verras pas ça. Voilà, donc un moment, c'est vrai, tu es dans la peine, tu es dans le doute, mais à un moment aussi, il y a cette petite voix qui te dit, mais tiens, quelle est la leçon? Qu'est-ce qu'on veut te faire comprendre? Et c'est à ce moment-là où tu te tournes vers ton Dieu, c'est quand tu es croyant. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas si je comprends, mais je réalise seulement que je dois m'améliorer. Il y a quelque chose, ouais. Qu'il faut que je réussisse à tirer meilleur profit de cet enfant, de cette situation. En fait, c'est ça. Parce que c'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est comme vous pouvez avoir un accident, vous pouvez être malade, vous pouvez être amputé. C'est une épreuve. Mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous devenez quelqu'un de triste? Est-ce que vous devenez quelqu'un de méchant? Est-ce que vous devenez quelqu'un d'intolérant? De dépressif. De dépressif? Ou alors, est-ce que vous vous dites, ok, c'est arrivé, si c'est arrivé, je peux avoir des outils, ou j'ai certainement des outils, ou je peux quand même aussi imprimer quelque chose à ça. Donc, il y a cette façon de... Et moi, la foi a aidé. Parce que je dois dire, pour une petite anecdote, quand Daniel avait des crises de pleurs, on s'était rendu compte que en chantant doucement, ça le calmait. Ah, tout le monde est devenu adepte des cantiques. Tout le monde est devenu adepte de... Parce que ça l'apaisait. Oui, ça l'apaisait. Tout le monde chantait, ça dit... Tout le monde chantait. Quand sa petite sœur se rend compte, tu chantes plus. Donc, après, tu te rends compte qu'il se calme, il se calme, il se calme. Donc, tu te dis que, ah, tiens, voilà quelque chose. Donc, la foi, c'est ça. Donc, il y a tout ça. Tu te dis que tu as peut-être un outil, tu as peut-être un moyen. Et puis aussi, quand tu es fatigué, parce que ça épuise physiquement, psychologiquement, ça épuise émotionnellement. La foi t'aide parce que tu vas te mettre à prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. De me relever. Voilà, de me relever. Ou alors, quand il se met en crise, tu dis, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant se calme, pour que mon enfant soit bien. Donc, à ce niveau, la foi est vraiment importante, quoi, importante pour te rasséréner toi-même, pour puiser au fond de toi et puis pouvoir penser au bien-être de ton enfant, quoi. Et puis aussi, avoir l'humilité qu'on dit que, voilà,
que quelqu'un n'était peut-être pas rien, mais Jésus l'a regardé et puis il a fait quelque chose de différent. Il y a aussi cet élément de la foi qui te dit que bon, peut-être il est autiste, mais on ne sait pas, peut-être à côté de ça, il y a quelque chose qui peut être quelque chose de très bon. Donc, c'est ça la foi. La foi et l'autisme, pour moi, c'est ça. En tout cas, on comprend de ton intervention que la réalité de l'autisme dans ta vie ne t'a pas amené à renier Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Mon fils, il s'est prié. Il s'est compris avant de dormir, il s'est compris avant de manger. L'autiste, mais il s'est prié. Voilà. Bon, il n'aime pas les longues prières, c'est vrai, mais il s'est compris. Tu n'as pas manqué de lui communiquer, de partager cette foi avec lui? Non, pas du tout. Malgré ses limites. Donc, c'est ça. Ses frères, ses sœurs savent qu'il faut mettre leurs frères en prière. Donc, il faut toujours le porter dans cette foi-là. D'accord. Et c'est ça. Ok. On va dire un mot sur la fratrie et le couple et l'autisme, parce que ça a toujours une incidence sur ces différentes facettes de la vie d'une mère, d'une femme. Oui, effectivement. Commençons par la fratrie. Daniel, par exemple, il est le cadet, il a un grand frère, il a une petite sœur. Alors, très tôt, moi, j'ai partagé avec eux. Je leur ai expliqué. Non, il fait ça parce qu'il est différent. Il fait ça, c'est pas un caprice. Il essaie de s'exprimer. Donc, assez tôt, ça n'a pas été tabou d'en parler. La preuve, je disais tout petit déjà, quand tout le monde savait que non, quand il a ça, il faut faire ça. Bon, ça aussi, ça impacte parce que les frères et sœurs sont obligés de n'avoir des amis qui comprennent leurs frères. Ok. Voilà. Ça veut dire quand tu amènes un ami à la maison. Ça impose une sélection. Oui. Quand tu amènes un ami à la maison, il faut lui expliquer que ton frère, il est différent. Il peut crier, mais il ne vous dérangera pas. Donc, c'est ça. Donc, ils ont appris ce que c'est que l'autisme. Ils ont appris à en parler à leurs amis. Bon, il y en a qui ont accepté. Il y en a qui n'ont pas accepté. Mais je dis, c'est aussi délicat parce que il faut toujours avoir du temps pour les autres enfants. Oui. Il ne faut pas qu'ils se sentent négligés. Il faut avoir du temps pour les autres enfants. Il faut avoir du temps pour des activités avec eux de façon spécifique. Parce qu'ils sont aussi des enfants. Moi, par exemple, je fais un point d'honneur à passer du temps avec chacun des enfants, avoir des activités à eux et à ne pas les obliger à s'occuper de leurs frères. C'est-à-dire, j'estime que s'occuper de leur frère, ça doit être un don personnel. Ça doit être naturel et spontané. Et spontané. Pas comme un fardeau. Pas comme un fardeau, voilà, qu'on t'impose. Oui. Donc, en fait, c'est ça. Ça veut dire que si je ne suis pas là, je te dis, tiens, est-ce que tu pourras avoir du temps pour rester avec lui? Il dit, maman, moi, j'ai déjà prévu autre chose. Tu dis, ok, d'accord, pas de souci. Vas-y, tu essaies de trouver une autre... Et tu leur permets d'avoir leur vie à eux, leur espace à eux, leur vie à eux. C'est vrai qu'à des moments, c'est pas facile. Parce que Daniel, par exemple, à un moment, il avait les mêmes pointures que son frère, le même gabarit que son frère. Alors, quand celui-là met son t-shirt, le bonhomme, il estime que lui, ça lui plaît, il porte. Et l'aîné... Il faut gérer tout ça. Il faut gérer, il faut dire à l'aîné qu'ok, d'accord. Tu sais que même si tu cries, il ne comprendrait pas. Ok? Laisse, il porte, et après, je vais laver, je vais bien repasser, je vais te ramener ton t-shirt. Ah, maman, c'est toujours comme ça. Tu dis oui. Pour le moment, on fera comme ça. Mais si tu as compris qu'il est différent, tu vas être mécontent, mais tu vas pas lui crier dessus. Pour la petite aussi, c'était pareil. Oh. Maman, tu m'as d'abord demandé comment Dani va avant de me demander si moi je vais bien. Je dis que je suis désolée parce que comme tu es plus mature, ce sont des petites choses qui arrivent. Comme tu es plus mature, je me suis dit que s'il y a quelque chose, tu viendrais. Donc il y a un peu toujours cette façon de vouloir un peu trouver une solution pour qu'ils ne se sentent pas
enfermés dans l'autisme, mais qu'ils comprennent que leur frère a besoin d'eux et qu'il faille faire quelque chose.